bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Jean-Pierre Jean-Louis du syndicat Force ouvrière santé. Bonjour M. Jean-Louis, merci de venir à Zouk Télévision nous donner quelques explications et précisions. Bonjour M. Granier, merci de me recevoir et bonjour à toute la Martinique et téléspectateurs de Zouk TV. D'accord, merci M. Jean-Louis. Alors vous représentez donc le syndicat Force ouvrière santé qui regroupe un petit peu les infirmiers libéraux, les sages-femmes, enfin beaucoup de personnel soignant. Et vous êtes comme les autres dans cette problématique du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale, puisque la loi impose un certain nombre de choses. Comment vous appréhendez tout ça? Comment les gens qui sont syndiqués chez vous? Parce qu'il semblerait qu'il y a 70% des soignants qui ne sont pas vaccinés. En effet, M. Granier, nous sommes tous inquiets. L'ensemble des organisations syndicales, parce que je fais partie d'une intersyndicale, mais je suis secrétaire général du syndicat Force ouvrière santé, mais le personnel se pose beaucoup de questions parce que le compte à rebours a commencé et personne ne vient à notre secours, c'est-à-dire nous dire on va faire comme ça, si on ne peut pas aller de front, on peut passer à droite ou à gauche, mais jusqu'à présent, on n'a pas de réponse en ce sens, on est libre à nous-mêmes et on est en train de frapper à toutes les portes et le personnel est très inquiet et très anxieux. D'accord. Selon vous, qu'est-ce qui risque de se passer? Parce que vous m'avez dit qu'il y avait une proposition qui semblait être validée par les syndicats et le patron du CHUM, mais qui a été retoquée par le gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'il reste comme alternative? Ce qui reste comme alternative, c'est de repartir, discuter avec le préfet et l'ARS pour leur faire comprendre qu'il vaut mieux convaincre que contraindre, parce que les agents sont toujours inquiets. Il y en a qui sont inquiets, qui ne veulent pas entendre de parler de vaccination. Oui. Ils sont très, très, très inquiets par rapport à tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on entend concernant certains médecins. Donc, ils sont très réticents. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser la pédagogie. Mais si tout le monde reste arc-bouté sur ses positions, qu'est-ce que vous, syndicats, vous prônez? Parce que l'arrangement que vous aviez avec le patron du CHUM, si vous pouvez nous l'expliquer pour que les téléspectateurs comprennent bien. Merci. C'est-à-dire qu'on avait fait une proposition qui était celle-là, c'est-à-dire que permettre à ceux et celles qui ne veulent pas se faire vacciner, faire des tests PCR dans la semaine, 2 tests PCR ou des tests salivaires dans la semaine, pour leur permettre de rejoindre leur poste de travail. Parce qu'ils sont indispensables au bon fonctionnement du CHUM. Parce que vous êtes à flux tendu, vous m'avez dit. Nous sommes toujours, avant Covid, on était à flux tendu. Le service qui accueille toutes les misères du monde, c'est les urgences. On a toujours fonctionné à flux tendu. L'AREA qui vient en second lieu, toujours à flux tendu. Donc, si vous voulez, le Covid n'a fait qu'accentuer, mettre au grand jour les difficultés qu'on rencontre au quotidien et puis les erreurs d'avant, quoi. Oui. Donc, ça nous met face à nos responsabilités. C'est pour ça que je ne suis pas pour que les vaccinés et les non-vaccinés se retrouvent dos à dos ou bien face à face, parce que ce n'est pas le but. Oui. Trouver une solution pour permettre à tout le monde de se retrouver, de travailler ensemble et de venir en aide à ceux et celles qui viennent se faire soigner au CHUM. C'est ça notre difficulté. Et vous pensez que le gouvernement va appliquer c'est une proposition. Manu militari, la loi là pour l'instant, ils n'ont pas l'intention de faire machine arrière parce qu'il était convenu, M. Granier, au moment où je vous parle, qu'on se voit à nouveau en préfecture pour décider de la mise en application du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale. Oui. Or, à ce jour, le directeur nous a conviés à une réunion la semaine dernière. Le directeur du CHUM, qui s'est mal terminé parce qu'il est venu, il a lu un courrier disant à telle date on commence le pass sanitaire, première injection, et au 11 novembre, il faut que tout le monde soit vacciné. Et il n'avait pas de porte de sortie. Alors qu'auparavant, on avait discuté, on était d'accord, plus ou moins d'accord, mon syndicat était déjà d'accord, pour que les collègues qui ne veulent pas se faire vacciner fassent des tests PCR, 2 tests PCR dans la semaine ou des tests salivaires, et aussi permettre à ceux qui sont vaccinés, parce qu'ils sont contaminants aussi. Donc, de faire un test par mois et que tout le monde se retrouve. Puisque, vacciné ou pas vacciné, il faut respecter les gestes barrières, porter son masque, la distanciation et tout ce qui s'ensuit. Donc, nous ne comprenons pas l'attitude du gouvernement. Parce que, je fais un retour en arrière, on a travaillé dans des situations exécrables en 2020. Vraiment exécrables. On n'avait pas suffisamment de masques, on n'avait pas de surblouses, on n'avait pas ce qu'il fallait pour travailler. On a contaminé personne, on a sauvé beaucoup de vies, mais on a des collègues aussi qui sont restés sur le tapis par rapport à ça. Et aujourd'hui, on nous stigmatise. C'est ce que je ne comprends pas. Puisque le vacciné comme le non-vacciné, on est tous contaminants. Et c'est ce que je ne comprends pas, puisque le vaccin, il n'est pas fiable. Je le répète, parce qu'on nous stigmatise. J'ai entendu M. Marajo dire sur votre antenne qu'on était des antivax. On n'est pas antivax. Chacun est libre de faire son choix, ce qu'il veut.
il est libre de se faire vacciner ou de ne pas se faire vacciner. Mais l'ensemble des organisations syndicales, il y a des gens dans notre syndicat qui sont vaccinés, comme dans les autres syndicats. Mais c'est contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. Parce que je vais prendre un exemple bien simple, que je vais expliquer à la population. Oui. Imaginez-vous que nous avons des personnes qui ont un âge avancé, qui habitent à la campagne, qui ont 70 ans, 80 ans, qui ne voient pas l'intérêt de se faire vacciner. Ils prennent une consultation d'ophtalmo, ça fait 1 an qu'ils avaient leur rendez-vous. Ils se pointent à la Ménard. D'ici 2 semaines, Tissonson, qui revient de Sept-Maries ou du Prêcheur, du Carabé ou du Sud, ne pourra pas franchir la porte de l'hôpital pour aller en consultation, tout simplement parce qu'il ne va pas présenter un pass. Vous trouvez ça normal? Il a son enfant ou sa femme hospitalisée, il ne pourra pas le voir parce qu'il n'a pas un pass sanitaire pour entrer à l'hôpital. Voilà tout ce qu'on dénonce parce que les difficultés qu'on va rencontrer. Donc il faut qu'on trouve des solutions. On ne pourra pas les obliger à se faire vacciner, mais ça va amener des difficultés à la population. Alors je dis bien, il semblerait, au conditionnel, la semaine dernière à Saint-Martin, il s'agit bien Saint-Martin, une dame qui se présente pour accoucher, parce qu'elle n'avait pas de passe sanitaire, elle n'a pas été admise, et la maman et l'enfant sont morts. Je dis bien conditionnel, on ne sait plus ce qui est fake news ou pas, mais ça s'est passé à Saint-Martin et le père a porté plainte. Il a porté plainte. Mais c'est tout à fait normal. On a le droit de prendre en charge, quelle que soit la personne, quelle que soit sa couleur, sa race ou sa religion. Oui. Parce que j'ai cru comprendre aussi que le gouvernement disait que personne ne pouvait être refusé à l'hôpital pour des soins. Mais c'est ce qu'ils ont dit quand ils sont venus. Je les ai écoutés comme vous, je les ai entendus, les 2 ministres, dire ça, que on peut refuser personne à l'hôpital. Mais aujourd'hui, avec cette histoire de passage, je prends un exemple bien simple. J'arrive aux urgences. Oui. Il faut m'opérer en urgence. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut m'opérer. C'est vital. Après, je suis hospitalisé où? En milieu Covid, en milieu non-Covid? Est-ce qu'il y a des ailes qui sont réservées au Covid, au non-Covid, aux suspicieux? Comment on fait? Parce qu'au départ, M. Granier, moi je dis la vérité, toute la vérité. Je n'ai rien à cacher. Oui. Nous avons fait etc. de réunions aux urgences pour dénoncer les dysfonctionnements concernant la prise en charge des patients Covid et des patients non-Covid, c'est-à-dire des patients sains. Parce qu'on mettait dans des box des suspicieux et des porteurs et des patients sains. Oui. Et sans pour cela leur dire demain matin, par exemple, vous étiez couché dans le même box que moi j'ai été dépisté Covid et vous n'étiez pas Covid. Mais on ne vous a pas appelé le lendemain pour vous dire, Monsieur Granier, nous sommes désolés, vous étiez dans un box avec Monsieur X ou Monsieur Tartampion, il était Covid, donc pensez à aller faire un test ou tenez-nous informés de la suite. Oui. Mais ça n'a pas été fait. Donc ce n'est pas nous qui contaminons les gens, c'est le système qui n'était pas adapté. Oui, donc il ne faut pas aujourd'hui nous stigmatiser parce que nous avons été des précurseurs. Mon organisation syndicale et un autre représentant du personnel que je ne vais pas nommer, monsieur, on s'est donné corps et âme pour trouver du matériel pour nos collègues. Et aujourd'hui, nous stigmatiser de la sorte, c'est inadmissible. Je vais vous donner un exemple bien simple. Aujourd'hui, pour titulariser nos collègues, des contractuels, pour les mettre en stage, eh bien aujourd'hui, vous savez ce que la médecine a décidé? Ils ont mis une annotation sous réserve de vaccination. D'accord. Tout est conditionné à la vaccination. Moi, je suis remonté et je dis au directeur général que ça ne va pas passer. D'accord. On ne peut pas tenir en laisse. C'est à ce point, en fait, on ne se rend pas compte que toutes les ramifications qu'il y a derrière ça. Après, on va dire qu'on est des dégueulasses, qu'on est des rebelles, mais il faut que la population sache ce qui se passe. On ne peut pas tenir en laisse des contractuels qui ne peuvent pas bénéficier d'une prime comme moi, qui ne peuvent pas bénéficier de toutes les primes que je perçois alors qu'ils devraient le percevoir parce qu'il fait le même travail que moi, il n'est pas payé au même titre que moi. Aujourd'hui, pour l'intégrer, on lui dit non. Ouais. C'est conditionné au vaccin. Moi, je suis remonté, ce n'est pas inscrit dans le protocole. D'accord. Non, je vais vous donner un dernier, parce qu'il faut que la population le sache. Si vous, M. Granier, vous avez payé pour votre enfant pour devenir infirmier, UBOD ou IAD, ce sont des spécialités. Oui. Eh bien, aujourd'hui, à l'IFSI, la promotion qui va sortir au mois de septembre, si votre enfant ne se fait pas vacciner, on ne lui donne pas le diplôme parce que c'est conditionné à une vaccination. Vous trouvez ça normal que vous payez de votre propre poche, de vos propres deniers pour votre enfant qui a envie de devenir infirmier ou une spécialité autre? Eh bien, aujourd'hui, on lui dit que si vous n'êtes pas vacciné, on ne vous donne pas le diplôme. Ça, il faut que la population le sache. Comment on peut accepter ça? Oui. On ne lui donne pas le diplôme, c'est-à-dire qu'il réussit à l'examen, mais on ne va pas... On ne lui donne pas le diplôme. Non. Donc il ne peut pas travailler tant qu'il n'est pas vacciné. On ne lui donne pas le label tant qu'il n'est pas vacciné. C'est conditionné à ça. Mais c'est inadmissible. D'accord. Comment on peut accepter ça? Comment vous voulez que nous puissions accepter ça?
Et on le découvre tous les jours. À chaque fois, il y a un truc qui arrive, et puis on est obligé de se rebeller. Mais quelle alternative, monsieur Jean-Louis? Déjà pour vous-même, pour les soignants, les sages-femmes, les infirmiers libéraux. Parce que les infirmiers libéraux, c'est ceux qui vont chez les gens aussi. Ben oui, parce que je ne vais pas parler pour eux. Je leur laisse le soin. Peut-être que vous allez les convier et vous verrez les difficultés qu'ils ont au quotidien. Ouais, les gens ne sont pas pris en charge convenablement. Et c'est eux qui viennent en aide à des familles et ils ne sont pas payés pour. Ils le font gracieusement. Ils font comme nous, c'est la conscience professionnelle. L'hôpital fonctionne actuellement sur la conscience professionnelle. Ouais. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a 2 collègues qui ne sont pas là, on va faire en sorte de faire un maximum de travail. Et des fois, quand on tombe malade, on ne veut pas reconnaître notre pathologie, notre accident de travail. Alors que j'ai fait 3 postes en même temps. Ça, on ne le voit pas. Mais aujourd'hui, on est conditionné à une histoire de vaccination qui n'a pas encore fait ses preuves, qui n'a pas montré ses preuves et qui a montré ses limites. On veut nous conditionner à ça. Donc, il faut que, je le répète encore une fois, il vaut mieux convaincre que contraindre. Repousser l'échéance, repousser les dates, faire de la pédagogie. Je suis sûr que les gens peuvent comprendre. Maintenant, il y en a qui ne vont pas se faire vacciner. Que vous le vouliez, ne vont pas se faire vacciner. Et je le répète encore une fois, nous allons droit à une catastrophe sanitaire en Martinique. Et si les politiques ne s'impliquent pas dans cette problématique-là, parce que on ne les entend pas malheureusement, on est livré à nous-mêmes. Oui. Les médecins ne vont plus tellement non plus à domicile, semble-t-il. Il y a toute une pénurie de médecins où les choses ne se font plus, j'ai l'impression, comme avant. Donc ça augmente le problème. Monsieur Granier, nous allons droit à une catastrophe parce que vous avez des médecins qui refusent de se faire vacciner et qui ne vont pas se faire vacciner. Ici, à Martinique, on a déjà une démographie médicale. Donc c'est une catastrophe. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut s'empresser, le préfet, l'ARS, les politiques et les organisations syndicales, pour trouver une solution, pour sortir de cette impasse-là. Mais est-ce que la CTM est partie prenante avec vous? La CTM, oui, effectivement, la CTM nous a écoutés, en quelque part, parce que nous avons produit un dossier depuis 2020. Oui. On avait recensé toutes les difficultés et puis on avait dit, voilà les propositions, voilà notre proposition. Par exemple, pour couper la chaîne de contamination, il fallait isoler les gens. Parce que vous avez des familles qui n'ont pas de logement adéquat pour pouvoir isoler quelqu'un. Donc, on faisait la proposition de réquisitionner des hôtels qui étaient fermés, qui ne pouvaient pas... Même nos centres CGOSH Martinique, puisqu'on a des centres au Vauclin, à Gaz-Pilote, au Carbet, on mettait à la disposition du préfet de l'ARS pour pouvoir héberger nos compatriotes et couper la chaîne de contamination. On n'a pas été suivi. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que la contamination, elle est autochtone. Et regardez bien, chaque fois qu'il y a des arrivées de touristes, pas forcément des touristes, parce que nous avons des Martiniquais aussi qui sont venus en vacances. On ne va pas se voiler la face. Oui. Mais on n'est pas contrôlé quand on arrive à la rue Port en Martinique. Ce n'est pas comme en France hexagonale, ce n'est pas pareil. Et les gens sont au supermarché, sont à l'hôtel, sont au restaurant, le soir même quand ils arrivent. Donc, et ça ne peut donner que ça. C'est vrai qu'on a des irréductibles en Martinique, des gens qui ne respectent rien. Mais on ne va pas dire que c'est la majorité de la population. Ouais. Et à chaque fois qu'on a eu des arrivages intenses de personnes en Martinique, mais ça a donné ça. Les bateaux de croisière et les 9 gros porteurs par jour pendant les vacances, il fallait s'attendre à ça. Ça, j'ai écrit au préfet, j'ai écrit au directeur de l'ARS, j'ai écrit au directeur du CHUM pour lui dire attention. Pendant les vacances, les risques sont multipliés par 10 parce que la population est multipliée par 20. Mais on ne nous a pas écoutés. Et en plus, avec la rentrée scolaire... on va repartir de plus belle. Je ne le souhaite pas. Bien sûr. Je ne veux pas jouer aux oiseaux de mauvais augure, mais ça risque de repartir parce qu'il y aura une 5e vague. J'ose espérer que la 5e vague, on aura anticipé, contrairement à la 4e vague où on n'a pas anticipé. Oui. J'estime que le directeur de l'ARS, le préfet, n'ont pas fait ce qu'il fallait. Monsieur Granier, quand on a construit le nouveau plateau technique, on l'a construit avec 29 lits de RIA. Dans la 4e vague, on savait pertinemment qu'on aurait eu etc. de cas et qu'il fallait hospitaliser les gens dans les services de RIA. On ne pouvait pas continuer à fonctionner avec 9 lits. Hôpital de référence dans la Caraïbe, on prend en charge les patients de Guadeloupe, les patients de Guyane, plus nos propres compatriotes. Alors, des gens qui viennent aussi des pays avoisinants, Dominique, Sainte-Lucie. Qui séjournent. Autour, on fait de la publicité pour le CHUM, mais on ne nous a pas donné les moyens. Ouais. Comment se fait-il qu'on ait perdu autant de vies? On a 600 morts. On est à 600 morts. Ouais. Alors on nous dit qu'on n'a pas d'oxygène. On n'avait pas d'oxygène, la Guyane nous envoie de l'oxygène. Après on entend maintenant il n'y a pas de problème d'oxygène. Vous savez la problématique de l'oxygène?
À quoi c'était dû? Le tripode, il est vieux. Vous voyez, les 3 bâtiments. Oui. Ça s'appelle le tripode. La canalisation d'air liquide était obsolète, donc ne pouvait pas recevoir le débit qu'il fallait pour le nombre de patients qu'on avait hébergés dans les services Covid. Donc ce qui fait que ça a donné ça. Mais il faut dire la vérité. Après, on va dire que c'est nous qui ne savons pas prendre en charge les patients. C'est faux. C'est archi faux. Je ne peux pas laisser stigmatiser une population hospitalière qui a tout donné. Parce que nos enfants ont été pointés du doigt quand ils allaient dans les centres de vacances ou de crèche-garderie, parce que c'était des enfants des hospitaliers qui risquaient de contaminer les autres enfants. Alors que c'était faux. Donc, on subit jusqu'à présent un lot préjudice, nous, agents de l'hôpital. Et qu'en est-il des soignants, les renforts venus de l'Hexagone? Est-ce que ça s'est bien passé? On entend dire beaucoup de choses. On ne sait pas si c'est fake news ou pas, en fait. Il semblerait qu'il y a quelqu'un qui a même fait une déclaration, une ITV, une interview sur une des radios nationales. Je l'ai entendu comme vous, mais j'étais déçu parce que vous savez, il y a des gens qui passent à travers les mailles du filet. Effectivement, j'ai entendu des collègues venir me dire aussi qu'il y a des collègues qui revenaient de métropole. Ça faisait 4 jours ou 5 jours qu'ils étaient à l'hôtel et on ne les a pas appelés. Ils étaient venus dans des services bien spécifiques tels que la REA. Parce que pour travailler en REA, c'est une spécificité. Il faut déjà être formé pour travailler en REA et travailler dans l'urgence. Et bien, on l'a envoyé travailler aux urgences et quand il est arrivé, il a dit ça aux collègues. Ça fait 4 jours que je suis à l'hôtel. On ne m'a pas appelé. Normalement, je suis venu pour renforcer l'équipe de REA. Donc, il y a eu peut-être des couacs. Mais les collègues sont bien reçus et c'est vrai qu'il y a des gens qui se plaignent. Il vous manque du personnel, de toute façon. Il nous manque du personnel. Mais ce que je veux dire, ne voyez aucune connotation raciste dans ce que je vais dire, parce que souvent, on est pointé du doigt. Si le gouvernement ou si le préfet et l'ARS pensent qu'on va enlever nos collègues qui ne veulent pas se faire vacciner pour les remplacer par du renfort, ça ne va pas le faire. On ne peut pas l'accepter. On peut pas parler de racisme, mais on ne peut pas parler de racisme parce qu'il y a plein d'Antillais en France qui souhaitent venir en renfort aussi en Martinique. Mais s'ils pensent que les renforts vont remplacer nos collègues qui ne veulent pas se faire vacciner, je ne peux pas prédire ce qui va se passer, mais on ne va pas se laisser faire à ce niveau-là. D'accord. Alors, si les collègues là, les 70% ne se font pas vacciner, est-ce que vous avez une alternative, c'est-à-dire déjà prendre vos jours de récupération de congé? Parce que je suppose que depuis 1 an et demi là, vous devez avoir plein de jours de congé en attente. Celui qui vous parle n'a pas pris ses congés depuis 2020. Je suis solidaire de mes collègues. D'accord. On n'est pas des tricheurs, on est solidaire de nos collègues. Je ne peux pas me permettre de partir en congé, de les laisser dans cette situation-là. Je n'ai pas encore pris de congé. J'ai subi le Covid comme mes collègues, comme certains collègues qui sont tombés, qui nous ont laissés. Je suis resté 2 semaines couché dans un lit. J'ai perdu 4 kilos en 2 semaines. Ah, vous avez été impacté par... J'ai été impacté par ce virus-là. D'accord. C'est une vraie saloperie. Et c'est pour ça que je dis toujours aux collègues, le virus, il est là. Protégez-vous. Si vous ne voulez pas vous faire vacciner, respectez les gestes barrières. D'accord. Et vous avez attrapé ça à l'hôpital? Ben vous oui. ne savez pas? Oui. Ben oui, mais je ne vais pas dire qui me l'a donné, je ne sais pas qui. Parce qu'on est dans toutes les manifestations, quand on nous appelle dans les services, il faut qu'on y aille. Oui. Matin, midi et soir, on y est. Donc ce qui fait que moi, je ne compte pas. J'aime ce que je fais et je suis aux côtés de mes collègues au quotidien. Et c'est pour ça que je l'ai chopé, mais Dieu merci, j'ai pu me tirer d'affaire. Il y en a qui ne se sont jamais tirés d'affaire, qui sont toujours malades, qui sont toujours en rééducation. Il y a d'autres qui sont couchés en réa. Il y a d'autres qui nous ont laissés, malheureusement. D'accord. C'est ça votre quotidien à l'hôpital, en fait, c'est ça notre quotidien. Depuis 1 an et demi. Tout à fait. Pas en ce moment, d'ailleurs. Tout à fait. D'accord. Et vous continuez à vous battre pour que les Martiniquais soient bien soignés? On continue à se battre pour qu'ils soient pris en charge, qu'ils soient mieux pris en charge. Et puis, de toutes les façons, chaque combat qu'on mène, ce n'est pas pour des augmentations de salaire, c'est pour conditions de travail. C'est pour ça qu'on se bat, avoir le personnel et avoir un hôpital digne de ce nom. Digne de ce nom, qui porte un nom qu'on ne peut pas oublier, Pierre Zobda Kitman. Je le dis à qui veut l'entendre. Oui, on a tendance à dire Laménard, mais c'est vrai que c'est Pierre Zobda Kitman, c'est un vaillant soldat. Donc, on lui doit ça. On doit nous donner les moyens de travailler convenablement, de prendre en charge nos patients convenablement. Mais dites-moi, M. Jean-Louis, lorsqu'on rapatrie des patients comme ça vers la métropole pour les soigner, ils sont en coma artificiel peut-être ou pas, je ne sais pas, mais j'ai vu un avion d'Air Caraïbes spécialement aménagé. Ça coûte extrêmement cher, je suppose, pour faire ces rapatriements sanitaires. Dieu merci, on ne regarde pas la dépense.
Mais j'ai envie de dire que si cet argent avait déjà été investi ici, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de rapatriement sanitaire, peut-être. C'est exactement ça, M. Gagné. Vous serez plus proche de moi, je vous embrasse parce que c'est exactement ça. Si on nous donnait les moyens, parce que c'est un échec de faire partir nos patients, sauf si on n'a pas la spécialité sur place. Ouais. Mais la RIA a les moyens d'héberger ces patients, puisqu'on nous faisait croire que s'il y avait une catastrophe, qu'on était en mesure de... Bon, aujourd'hui, ça nous a montré nos limites. C'est un échec. On ne va pas parler de prix, on va parler de coût. La santé n'a pas de prix, la santé a un coût. Mais le gouvernement essaie d'effacer ses fautes en nous envoyant des renforts et puis faisant partir nos patients sur la métropole. Oui, on n'est pas contre. D'accord. Mais je prends un exemple bien simple à la MFME. Chez les péricultrices, c'est exactement la même chose. Hein. On ne pourra pas envoyer nos petits... La MFME, c'est la maison... La femme de la mère et de l'enfant, où on prend en charge les mamans et les enfants. Aujourd'hui, nous avons des petits bébés, des petites crevettes. Vous pensez qu'on va les endormir pour les envoyer en avion en métropole? Au moment où je vous parle, la semaine dernière, on a débrouillé parce qu'on n'avait pas suffisamment de puères pour travailler. Les collègues passent toute leur vie à l'hôpital. Est-ce que vous pensez que c'est une vie? Est-ce que vous pensez que c'est normal? Et en plus, ce sont des femmes, ce sont des jeunes. Ouais. Ça, on ne le dit pas. Ça, on le dénonce matin, midi et soir. Et cette façon aussi de faire croire que nous sommes des irréductibles et que toute la faute revient aux Martiniquais, c'est parce qu'on n'a pas voulu faire ceci ou cela, nous pointer du doigt, en fait. Je ne sais pas si ça arrange les choses, en fait. Nous sommes des irréductibles, peut-être parce qu'on ne sait pas s'adresser à nous. J'aime bien dire que la Martinique, ce n'est pas la France. La Martinique appartient à la France, mais nous avons nos spécificités comme la Guadeloupe, comme la Guyane, comme la Réunion. Bien sûr. Quand un président de la République se permet de parler pour nous de n'importe quelle manière, on ne peut pas l'accepter. Quand on nous a trahis concernant la chlordécone où M. Lectimi avait en charge ce dossier, à quel point ça en est? On nous a fait miroiter tout plein de choses et puis, au moment où je vous parle, jusqu'à présent, on n'a rien. Donc comment on peut me dire aujourd'hui qu'un vaccin qui est expérimental, jusqu'en 2021-2022, et a montré ses limites, puisque maintenant il faut 3 doses, il faut 4 doses. Maintenant, même si on a 2 doses, 3 doses, on tombe malade, on peut tomber malade. Je ne dis pas encore une fois aux gens de ne pas se faire vacciner. Hein. Ce n'est pas ce que je dis. Oui, bien sûr. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi on est récalcitrant? C'est parce que la pédagogie n'est pas bonne. Ouais. Il vaut mieux convaincre que contraindre. Ouais. Parlez, faites de la pédagogie. Mettez en place des structures où, quand l'agent se pose des questions et en difficulté, en grande souffrance, puisse s'exprimer pour vous dire, bon, j'ai peur de me faire vacciner pour ça comme problème. Et à ce moment-là, on peut le convaincre. S'il veut, à la fin, moi, je ne suis pas directeur, mais c'est comme ça que j'aurais procédé. De la pédagogie. D'accord. Parce que ça se passe mal. Alors, certaines personnes dénotent le fait qu'on n'ait pas un examen clinique approfondi avant la piqûre, parce que pendant un moment, on vous interroge. Mais si vous avez des comorbidités... Des taux de comorbidité. Voilà, et que dont vous ignorez. Oui. Vous prenez la piqûre, vous pouvez être impacté. Alors que si on pouvait faire ne serait-ce qu'une prise de sang, j'en sais rien, je ne suis pas soignant, mais est-ce qu'effectivement, ça n'aurait pas mis en lumière certains problèmes que d'autres personnes, que des gens pourraient avoir, et ne pas les faire vacciner à ce moment-là tant qu'ils ne se sont pas fait soigner? Est-ce qu'il n'y a pas là un petit bémol? Vous savez, M. Gagné, la Martinique, c'est le département le plus vieux de France. On a un taux de cancer élevé, on a toutes sortes de comorbidités. Diabète, hypertension, on est en surcharge pondérale. Mais c'est normal hein, qu'on ait autant de catastrophes, de tant de gens qui sont malades et qui n'ont pas été pris en charge convenablement et puis qui se sont retrouvés chez eux avec des Doliprane et qui, 2 jours après, quand on les emmène aux urgences, si c'est trop tard, ben, ils sont morts parce qu'ils n'ont pas été pris en charge convenablement, parce que la prise en charge précoce est préconisée. C'était la meilleure façon de désencombrer le CHU et une prise en charge convenable pour nos parents, amis, alliés. Monsieur Jean-Louis, en tout cas, merci d'avoir parlé sincèrement comme ça pour nos amis téléspectateurs. Je pense qu'ils vont être touchés par tout ce que vous avez dit parce que ça concerne tout le monde. Nous avons tous perdu quelqu'un déjà. Personnellement, j'en ai perdu beaucoup et j'ai perdu 2 collègues, 2 copains, 2 camarades, 2 représentants syndicaux, M. Galap et M. Doré. Et je m'adresse à la population hospitalière de Martinique publique-privée de tenir bon et que c'est ensemble qu'on va s'en sortir, pas dans l'agression, mais un dialogue permanent et rappeler au préfet, au directeur de l'ARS, au président de la CTM
de se mettre autour d'une table avec nous et qu'on s'en sorte, parce qu'il n'est pas question qu'on laisse sur le tapis ceux et celles qui ne veulent pas se faire vacciner. Et on ne va pas prendre la blague. Il faut qu'on trouve une solution, parce que sans eux, on ne peut pas faire. Et nous restons solidaires de nos collègues. Et je le répète encore une fois, l'intersyndicale n'est pas anti-vax. Nous sommes contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. Encore une fois, merci M. Granier de nous avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci à Manuela pour la réalisation. Merci à vous, chez vous, de nous avoir suivis. Passez une excellente journée ou nuit, selon l'heure à laquelle vous allez voir cette émission. Merci.